D'accord, Oui, alors aujourd'hui, on va voir le chapitre normalement numéro 3. Donc, je m'excuse, ce n'est pas le chapitre numéro 2. Avant, c'était le chapitre numéro 2. Mais comme on a avancé le dernier chapitre relatif aux métaux alcalins, métaux alcalinitéreux, diagramme de Courbet, donc ça, c'est le chapitre numéro 3 normalement. Alors, ce chapitre concerne l'élément soufre et aussi la synthèse de l'acide sulfurique, qui est H2SO4. Alors, le soufre est un élément chimique de la famille des chalcogènes. Donc, c'est le groupe 6A, comme vous voyez ici. Donc, c'est la colonne où il y a l'oxygène. Donc, le soufre, il est au-dessous de l'oxygène dans une même colonne. C'est la colonne des chalcogènes. Donc, ça s'écrit en CH, mais on la prononce chalcogène. Voilà, son symbole, c'est S. Sa configuration électronique externe, ou bien sa couche périphérique, ou bien sa couche de valence, c'est 3s2, 3p4. Donc, dans les conditions normales de température et de pression, le soufre est un solide, comme vous voyez sur la photo. Donc, c'est un solide de couleur jaune, il est friable, ça veut dire qu'on pourrait le fragmenter en poudre ou bien le pulvériser sous forme de poussière. Donc, c'est ça le mot, signification du mot friable. Il est inodore et aussi il est insoluble dans l'eau. Mais il est soluble dans l'ammoniac, NH3, et il est soluble aussi dans le disulfure de carbone, le CS2. Le soufre se trouve dans beaucoup de minéraux sous forme de sulfure. Par exemple, ici, on peut trouver le soufre sous forme de pyrite, qui est le disulfure de fer. On peut le trouver aussi dans le cinabre, qui est le sulfure de mercure. On le trouve également dans la galène, qui est le sulfure de plomb, dans la sphalérite, qui est le sulfure de zinc, et dans la stibine, qui est le sulfure d'antimoine. Donc, donc, on peut trouver le soufre dans ce forme de sulfure dans ces minéraux présentés ici. Le soufre se trouve également sous forme de sulfate. Par exemple, on le trouve dans le gypse, qui est le sulfate de calcium. On le trouve également dans la barytine, qui est le sulfate de baryum. On peut trouver même le soufre comme élément natif, particulièrement dans les sources chaudes. Donc les sources chaudes, je cherche mon curseur, les sources chaudes comme Ain Moulay Yaqoub, Hamad Moulay Ali Shrif, et aussi dans les régions volcaniques. On le trouve également en dépôt formé par l'action de certaines bactéries sur le sulfure d'hydrogène, CH2S. Voilà. On trouve également le soufre, mais en petite quantité dans le charbon et le pétrole. Donc, lorsqu'on brûle le charbon et le pétrole, on dégage ce qu'on appelle le dioxyde de soufre, ou bien on l'appelle aussi l'anhydride sulfureux. Et donc, ce gaz, il se combine avec l'eau qui se trouve dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans les gouttelettes de l'eau, et il produit ce qu'on appelle les pluies acides. Donc, normalement, on peut récupérer du soufre qui se trouve dans le charbon et des pétroles. Le soufre est également un élément essentiel pour tous les êtres vivants. Donc, il intervient dans deux formules de deux acides aminés naturels qui sont la cystiène et la méthionine. Et par conséquent, on le trouve dans de nombreuses protéines. Alors, le soufre, il possède des formes allotropiques à l'état solide, mais aussi à l'état liquide et à l'état gazeux. Donc, ces les trois états physiques du soufre possèdent des différentes variétés allotropiques.
La forme la plus stable, normalement à l'état solide, c'est le soufre alpha. Et le soufre alpha, il a comme formule S8. Il correspond à ce que vous voyez ici, à cyclo-octasoufre ou le cyclo S8. Donc, comme vous voyez, la molécule, il est là. Il est constitué d'une chaîne en zigzag. Donc, c'est une chaîne en zigzag avec 4 atomes dans un plan et 4 atomes dans un autre plan parallèle. Donc, le soufre, normalement, il a une formule en S8, donc une sorte de couronne, comme vous voyez sur la photo. Alors, la question qui se pose, pourquoi le soufre forme un cycle en S8? Donc, si on fait une petite comparaison avec l'oxygène qui se trouve dans la même colonne, l'oxygène, il ne forme pas une formule dans son genre-là. Donc, le soufre, l'oxygène, c'est O2. Par contre, le soufre, c'est S8. Alors, pourquoi le soufre forme un cycle en S8? Et parce que, en fait, si on regarde les propriétés de la liaison soufre-soufre, donc il est caractérisé par une grande souplesse, c'est-à-dire qu'il possède des longueurs de liaison qui varient entre 180 et parfois jusqu'à 206 picomètres. Donc ça, c'est la longueur des liaisons. Et aussi des angles qui existent variés entre 80 degrés et 190 degrés. L'autre raison, c'est que la liaison soufre-soufre, ou bien cette énergie de liaison, elle est relativement très élevée. Donc ça veut dire que c'est une énergie de liaison qui est très forte. Elle est comprise entre 265 et 430 kJ par mol. Donc toutes ces propriétés de cette liaison soufre fait que le soufre peut former cette formule chimique qui est en cycle S8. Alors, donc on va voir ce que vous voyez ici, c'est le diagramme de phase de soufre à pression atmosphérique. Et donc, à pression atmosphérique, le soufre normalement solide existe sous deux formes, ou bien sous deux phases cristallines. Donc, qui sont la phase alpha, ce que vous voyez là, alpha. Donc ici, je suis à une température inférieure à 95 degrés. Donc ici, le soufre, il est sous cette forme cristalline, soufre alpha. Donc c'est à basse température. Et il a comme couleur jaune clair. Et normalement, il cristallise dans le système orthorhombique dans ces conditions-là. Et les cristaux, ils sont sous forme de plaquettes. La deuxième phase cristalline à l'état solide, donc je parle toujours à l'état solide, donc on a dit que le soufre, il possède plusieurs variétés allotropiques à l'état solide, à l'état liquide et à l'état gazeux. Donc on est ici à l'état solide, il possède deux phases ou bien deux structures cristallines qui sont alpha et bêta. La phase bêta, il se forme à haute température et cristallise dans le système normalement monoclinique et forme des cristaux en aiguille de couleur jaune foncé. Donc ça, c'est les deux phases cristallines à l'état solide. Puis le soufre, ici, ils font aux environs de 115 degrés Celsius. Donc, ça veut dire qu'il passe de l'état solide à l'état liquide. Et dans lieu, en général, à un liquide qui est brun foncé, très fluide à la température de 115 degrés C. Très fluide, ça veut dire qu'il coule assez facilement. Donc, si je continue à monter en température, bien sûr, quand on chauffe le soufre, on passe de l'état solide à l'état liquide et puis on peut aller jusqu'à l'état gazeux. Donc, si je continue toujours à l'état liquide, donc on a bien dit que le soufre à 115 degrés C. Si je continue à monter en température,
Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce soufre qui est très fluide, ici à 115 degrés C, devient visqueux. Il devient visqueux, ça veut dire ne coule pas très bien, donc il a une grande viscosité. On appelle cette nouvelle variété, il est où mon curseur? Voilà, cette variété, c'est du soufre mou. Et ce soufre mou qui réside en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une polymérisation des atomes et qui constitue en fait des longues chaînes linéaires macromoléculaires. Donc, ce qui se passe, qui résulte de en fait, le cycle en S8, il se casse. Quand il se casse, on a de longues chaînes linéaires et c'est le soufre mou. Et cette propriété fait que la viscosité du soufre liquide augmente avec la température. Puis, si je continue à chauffer vers 300 degrés C, il redevient fluide. Donc, au début, il est fluide ici, il est visqueux environ ici. Il continue à monter en température, ça devient de nouveau fluide pour bouillir ou bien pour qu'il passe à la phase vapeur, vers 400 degrés C. Donc, c'est, excusez-moi, une seconde. Allô? وعليكم السلام كي درتم كيسي بخير صحة لاباس الحمد لله كلشي بخير مكونيكتي راه خدام راه اونكور جو سي برك ناطق لا صيفطت لك لانفيتاسيون لا صيفطتها هو الاول بديت حتى الاول نورمالمون هي راه صيفطتها دابا راه مكونيكتين تقريبا 79 واحد تقريبا دوك فوالا دوك نورمالمون راه لانفيتاسيون راه صيفطتها نص ساعه قبل مع 9 في بي ديال لا بيداغوجي هذاك لادريس اوفيسيال ديالك داكور صافي فوالا دابا راه 82 كاين اكزاكتومون افيشي عندي 22 يلا تبارك الله صامت هي كنسجلوا ابارامون تا هما راه كيسجلوا راه تن اون ديسكيت ابخي في هذه باش نعرف كومون المهم حيت انا واقيلا كيتسجلوا غير في لو درايف ديال لابوات ديالي دونك نبارطاجي معاك نبارطاجي معاك وصافي حيت ما باق خصهم يتيليشارجاو ولا دونك فوالا نقدر نبارطاجي معاك لهذوك داكور صافي واعر يلا تبارك الله يلا السلام. Alors, je reviens à la présentation, désolé. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, ici, on avait différentes transitions de phase de l'élément, pardon, je vais partager plus, donc, de l'élément soufre. Donc, on a bien dit que le soufre a deux variétés allotropiques à l'état solide, qui sont la phase alpha et la phase bêta. Si dans la phase liquide, il y a une propriété particulière, c'est que ce soufre liquide, il est au départ, il est fluide, puis il devient visqueux en montant en température, puis il redevient fluide. Et puis vers 400 degrés C, on passe à la phase vapeur. Maintenant, si je recommence si je commence à refroidir, par exemple, du soufre qui est chauffé au-dessus de 400 degrés C, j'obtiens les mêmes transitions de phase comme ici. Donc, voilà. Donc, les mêmes transitions de phase, on l'obtient dans l'ordre inverse, normalement. Alors, maintenant, donc toujours on est dans la partie des variétés allotropiques du soufre. Là, on prend uniquement la partie liquide. Donc, on a bien dit, si je reviens ici, que retenez bien que le soufre et le fond, ou bien sa température de fusion, c'est 115 degrés Celsius. Donc, à partir de 115 degrés Celsius, il devient liquide. Alors, ici, ce que vous voyez comme graphe, ça représente la variation de la viscosité. La viscosité, son unité, c'est des poids en fonction de la température. Là, on commence la courbe, ou bien l'axe des abscisses, à partir de 119. Donc, ça veut dire qu'on est déjà dans la phase
ou dans l'état liquide du soufre. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on chauffe, lorsqu'on chauffe de 119 jusqu'à 155 degrés Celsius, on a ce qu'on appelle le soufre lambda. Et comme vous le voyez, la viscosité elle est relativement diminuée ou bien elle est plus ou moins constante. Et ça, la viscosité elle est relativement très faible. Donc, ça veut dire que le liquide il est très fluide. Maintenant, si je continue à chauffer, si la température elle dépasse plus ou moins 160 degrés Celsius, le liquide devient de plus en plus visqueux. La viscosité augmente. Donc, elle augmente, elle atteint un maximum ici. Si on continue de chauffer, donc la viscosité diminue. Donc, ici, dans cette phase-ci, quand la viscosité augmente, c'est la phase, c'est le soufre mou. Donc, c'est S mu. Donc, ça s'appelle le S mu. Ici, c'est une variété allotropique. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est que ici, le soufre lambda, normalement, en général, se forme S8. C'est le cycle S8. Mais en chauffant, qu'est-ce qui se passe ici? Ce cycle-là, il se détériore. Il y a une rupture de ce cycle. Si le cycle se rompt, il y a la rupture, qu'est-ce qu'on obtient? De longues chaînes macromoléculaires. Donc, c'est une chaîne linéaire constituée des atomes de soufre qui sont liés linéairement. Donc, c'est comme les chaînes carbonées. Donc, c'est une chaîne, donc c'est des polysoufres. Et ici, ça s'appelle le soufre mou. Et ici, cette variété allotropique, il est S, on la représente par S, mu. Alors, si je continue à chauffer, donc qu'est-ce qu'on se passe? C'est qu'on commence à casser. Donc, l'agitation thermique fait que c'est cette chaîne linéaire qui est longue, elle va commencer à se casser et par la suite, la viscosité diminue. Donc, ça concerne la partie liquide. Maintenant, si je prends uniquement la phase vapeur, ça veut dire au-dessous de 400 degrés C, c'est ici à droite. Donc ici, c'est juste on reprend les différentes phases. Donc ici, vous avez la phase solide. Il y a les deux phases, l'état solide, il y a les deux phases cristallines alpha et bêta. Puis l'état liquide, ce qu'on vient de voir, il y a la phase lambda et la phase mu. Et si à l'état gazeux, qu'est-ce qu'on a en général? Donc, on a le soufre, il se forme de Sn. Donc, Sn, ça veut dire qu'on a, et N, ça peut prendre les valeurs de 2 jusqu'au 10. Et ça, la présence de chaque phase S8 ou bien S6, S4 ou bien S2, il dépend des conditions de température et de pression. Par exemple, si de 600 vers 620 degrés Celsius, la forme la plus stable, c'est S8. Donc, c'est juste ici, si on monte ici en température, la forme la plus stable, c'est S8. Puis, entre 620 à 720 degrés Celsius, la vapeur, il se compose d'un mélange en S2, S6, S4, S2. Et aussi à température, à la fin, on obtient uniquement ou bien ce qui reste, vers les 720 degrés C, il reste que la molécule S2 avec une double liaison, c'est comme l'oxygène O2, analogue à l'oxygène NO2. Et donc la vapeur ici, quand on a uniquement le S2, normalement il est de couleur bleue. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de voir ici, c'est que le soufre, vu les propriétés particulières de sa liaison chimique, il peut former, il a différentes phases cristallines à l'état solide, à l'état liquide et à l'état gazeux. Et il a une particularité, c'est que à l'état liquide, à partir de certaines températures, il forme des macromoléculaires linéaires, et sa viscosité augmente, c'est le soufre mou, et donc ça c'est propre au soufre. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir plus ou moins de cette partie variété allotropique. Donc, voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, maintenant, oui, monsieur. Si je vous montre une expérience, je vais vous montrer ici une expérience.
Maintenant, si je prends, par exemple, je prends l'ordre inverse de ce graphe. Par exemple, si je prends du soufre qui est déjà chauffé vers 250 ou bien vers 300 degrés C, et je le trempe dans l'eau froide. Donc, si on le trempe dans l'eau froide, on obtient du soufre mou. Et en fait, c'est un polymère qui est donc sous forme de caoutchouc. Donc, vous allez voir, j'espère que ça va marcher dans une expérience ici. Alors, je vais aller directement à la partie l'expérience qui montre, je pense, c'est à partir de la 3e minute, si je ne me trompe pas. Voilà, ça va commencer ici. Je verse ici du soufre qui est à peu près à 250 degrés. Il est très pâteux. Voilà, ici. Pas du tout un liquide. Et on le voit qu'il fait des filaments. Alors, ici, donc, pour expliquer, pour résumer ici, donc il prend le soufre à 250 degrés. Et une fois qu'il le met, regardez, en le versant, et le voyez, il est ici liquide, mais une fois qu'il est dans l'eau froide, on obtient des cordes. Et ça, c'est le soufre mou. Donc, c'est le soufre SMU. Et c'est quoi? Ce sont des longues chaînes, c'est comme des caoutchoucs, c'est comme des spaghettis, des longues chaînes. Pourquoi? Donc, c'est des soufres, donc des macromolécules de soufre. Et c'est ça le soufre mou. Donc. Et ça, c'est ça la particularité. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans l'expérience? C'est qu'il va prendre le soufre mou et il va essayer d'accélérer la déformation. Ça veut dire qu'il va commencer à casser les liaisons très rapidement pour revenir vers le soufre alpha. Et vous allez voir qu'une fois qu'il commence à le frotter, à le casser la liaison, à le déformer, il devient de plus en plus solide, rigide. Donc, on fait tout on transforme le soufre mais on soufre alpha directement. Donc voilà, que tu commences à déformer, regardez, il devient de plus en plus solide. Donc l'expérimentateur, il compare ici une partie qui est déjà le changement de couleur, parce que le soufre mou, c'est des soufres de jaune foncé, et le soufre alpha, c'est des jaunes clairs. Donc voilà, ça commence à devenir de plus en plus solide. Regardez bien. Voilà, il compare encore une fois avec le soufre mou qui est encore sous forme de caoutchouc, sous forme de plastique. Voilà. Donc je peux arrêter. Donc ça. Voilà, je continue. Donc voilà, c'est l'expérience que vous venez de voir. C'est donc voilà, en refroidissant le soufre à une température qui était déjà là, ici. Et donc en trempant dans l'eau pour accélérer le refroidissement. Donc on voit que le soufre, il contient en forme des corps de soufre. Ce sont sous forme de polymères. Et puis, si on accélère le refroidissement, donc l'expérimentateur il commençait à déformer rapidement ce soufre mou et on peut aller directement vers la phase alpha, qui est la phase solide. Donc voilà, on continue. Alors la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi le soufre il a cette propriété. Donc ce comportement particulier de soufre liquide, il est dit à un phénomène qui s'appelle la caténation. Et c'est quoi la caténation? C'est la capacité d'un élément chimique à former de très longues chaînes par le biais des liaisons covalentes. Et donc, puisque le soufre il permet de faire de très longues chaînes linéaires, pourquoi il permet de faire ça? C'est à cause, je rappelle ici,
c'est à cause, ou bien c'est grâce à ces propriétés particulières de liaison chimique. Donc, ces liaisons, on a bien vu tout à l'heure qu'il est caractérisé par une grande souplesse. Il a une énergie très élevée, ça veut dire ça lui donne une stabilité. Et donc, ça, toutes ces propriétés fait que le soufre, il a cette propriété qui est que pourrait faire ce phénomène qui est le phénomène de la caténation. Maintenant, si je prends l'exemple de l'oxygène, j'ai dit que l'oxygène est juste au-dessus du soufre dans la même colonne, mais l'oxygène, il n'a pas cette propriété de caténation. Alors, pourquoi il n'a pas cette propriété? Parce que lorsque, par exemple, l'oxygène, il a en général un faible rayon covalent. Donc, pour l'oxygène ou bien pour tout atome qui a un faible rayon covalent, pour former des liaisons oxygène ou bien des chaînes linéaires, qu'est-ce qui se passe? C'est que les doublés non liants, donc si vous faites la structure de Lewis de l'oxygène, il peut faire les liaisons, mais il a deux doublés libres non liants. Et ces deux doublés libres liants en faisant des liaisons avec un autre oxygène, les deux doublés libres non liants sur chaque oxygène, ils se trouvent très rapprochés. Et donc, s'ils se trouvent très rapprochés l'un de l'autre, il en résulte une interaction électrostatique défavorable. Donc, des interactions entre ces doublés libres non liants. Et ça déstabilise la liaison. Donc, ça ne laisse pas la formation de cette très longue chaîne oxygène, oxygène, oxygène. Par contre, le soufre, il pourrait la faire. Pourquoi? Parce qu'il a des propriétés, les caractéristiques de sa liaison soufre-soufre, ils sont de telle façon qu'elles permettent d'avoir ce phénomène de caténation. Voilà. Donc, ça, c'est relativement à cette propriété du soufre. Maintenant, on arrive au stade, on va voir comment on pourrait avoir du soufre. Alors, comment peut-on extraire le soufre? Comme vous le savez, il y a des gisements de soufre. Et pour extraire le soufre, on utilise ce procédé qui s'appelle le procédé Frasch. Donc, c'est un procédé qui est utilisé actuellement. Par exemple, au Texas, pour extraire le soufre de son gisement souterrain, il utilise ce procédé de Frasch. Alors, sur quoi il est basé ce procédé Frasch? Il se base sur deux propriétés intéressantes du soufre. D'abord, le soufre, il a un point de fusion qui est relativement bas, c'est 115 degrés Celsius, et il a une faible densité. Ça veut dire qu'il est très, très léger. Alors, pratiquement, comment on fait? Ça, c'est un schéma qui montre le procédé de Frasch. Alors ici, ça, c'est le niveau du sol. On perfore le sol pour arriver jusqu'au gisement du soufre. Là, ce sont les couches profondes souterraines. Donc, on perfore jusqu'à arriver au gisement. Et on introduit un tube normalement, comment on appelle, 3 tubes plutôt concentriques. Ça veut dire un tube dans un deuxième, dans un troisième. Donc, ce qu'on vous voyez ici, ça c'est le tube à l'intérieur. Ce tube, il est enveloppé par un deuxième tube. Et ce deuxième tube, il est enveloppé par un troisième tube. Donc, ce seront 3 tubes concentriques. Alors, donc on introduit ce tube jusqu'au niveau du gisement. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie d'abord par la partie, donc le tube extérieur, on envoie de l'eau très chaude, vers 160 degrés Celsius. Donc on envoie une eau chaude vers 160 degrés Celsius. Qu'est-ce qui va arriver jusqu'au niveau du gisement de soufre? Et il va fondre le soufre. Parce que le soufre, je rappelle, il fond vers 115 degrés Celsius. Donc ici, en envoyant de l'eau très chaude à 160 degrés et sous pression, on fond le soufre qui est ici. Par après, qu'est-ce qu'on fait? On envoie de l'air comprimé, ça veut dire de l'air sous pression, dans le tube qui est à l'intérieur. En envoyant cet air comprimé, l'air comprimé, qu'est-ce qui se passe? On oblige le mélange qui est soufre fondu, l'air et l'eau, à remonter par le tube intermédiaire ici.
Donc, comme ça, on peut le récupérer à l'extérieur. Donc, je résume. Donc, on perfore le procédé de frage. Il se base sur deux propriétés qui sont la température de fusion relativement basse du soufre et sa faible densité. Donc, on perfore ici. On installe un type, trois types concentriques. Via le type extérieur, on envoie de l'eau très chaude à 160 degrés Celsius et sous pression pour faire fondre le soufre ici. Puis, on envoie de l'air comprimé via le type qui est à l'intérieur. Et donc, comme ça, on oblige le mélange soufre, air et l'eau à remonter par le type intermédiaire. Et comme ça, on peut récupérer le soufre par le type intermédiaire. Voilà. Ça, on récupère le du soufre natif qu'on récupère à partir de son gisement. Il y a un autre moyen pour récupérer le soufre, c'est à partir des combustibles fossiles. Ça veut dire à partir des carburants, à partir des pétroles, à partir de gaz naturel. Et donc, comme vous le savez, des normes sur les carburants exigent toujours l'extraction des combustibles fossiles. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on brûle ces carburants, le pétrole, le gaz naturel, il se forme le dioxyde de soufre, ce qu'on appelle aussi l'anhydride sulfureux. Et donc, ce gaz qui se dégage dans l'atmosphère, il se combine avec l'eau, avec les gouttelettes de la pluie qui sont présentes dans l'atmosphère, et ça produit ce qu'on appelle les pluies acides. Donc, c'est un autre moyen, ça, pour récupérer le soufre à partir des pétroles. Alors, comment procède pour récupérer ce soufre à partir des hydrocarbures? Il y a ce qu'on appelle le procédé Claus. Et ce procédé Claus, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, par exemple, on peut récupérer le soufre à partir de l'acide, le H2S, à partir des sulfures d'hydrogène. Donc, la plupart des gaz pétrole, quand on brûle aussi, on a aussi la formation de ce gaz qui est le sulfure d'hydrogène. Donc, à partir du sulfure d'hydrogène, on l'oxyde, ou bien on le brûle dans l'oxygène pour former le dioxyde de soufre, ou bien l'anhydride, ce qu'on appelle l'anhydride sulfureux. Ça, c'est la première réaction. Donc, la première réaction est mise dans les conditions de telle façon à faire réagir uniquement le 1/3 de H2S, ou bien à brûler uniquement le 1/3 de H2S. Et puis, le reste qui n'est pas brûlé de H2S, il est oxydé par la réaction avec le dioxyde de soufre pour obtenir le soufre liquide ici. Donc, ce procédé Claus qui permet de récupérer le soufre à partir des pétroles, à partir des carburants, à partir des gaz naturels, se base sur deux réactions chimiques. Donc, à partir de H2S, qui est le sulfure d'hydrogène, on le fait brûler dans l'oxygène pour avoir le dioxyde de soufre et de l'eau. Ça, c'est la première étape. Et dans cette première étape de réaction, on brûle uniquement le 1/3 de H2S. Et puis, la deuxième étape de ce procédé, c'est de faire brûler le restant de H2S, qui n'est pas brûlé ici, les 2/3 qui restent, avec le SO2 qui est formé. Donc, ici, on a H2S plus SO2. Et de là, dans des conditions de plus ou moins 300 degrés Celsius et en utilisant un catalyseur à base d'alumine, on obtient le soufre liquide et de l'eau. Donc ça, c'est le procédé de Claus qui permet de récupérer le soufre à partir des pétroles et des carburants. Alors, pratiquement, comment on fait? Vous avez ici le schéma de procédé Claus. Alors, les deux réactions, donc je rappelle, il faut bien retenir la réaction 1 et la réaction 2. La réaction 1, je rappelle, on brûle uniquement le 1/3 de H2S avec l'oxygène. Et l'étape 2, on brûle le reste de H2S avec le dioxyde de soufre qui est formé. Et donc, ces deux réactions se passent tous dans ce réacteur ici. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, l'hydrogène sulfuré H2S, on l'introduit ici dans le brûleur de four. Donc ici, il y a un four. Donc ici, le gaz à traiter. Le gaz à traiter dans ce cas-ci, c'est H2S. Donc c'est la flèche en vert ici. On l'introduit ici dans un four ou bien dans un brûleur. Donc dans un brûleur, qu'est-ce qu'on le fait? Ce H2S, il va réagir avec l'oxygène. Alors, pratiquement dans l'industrie, on n'utilise pas l'oxygène parce qu'il est trop cher. Qu'est-ce qu'on en voit? On utilise de l'air. Parce que l'air, il contient aussi l'oxygène. Et donc, ici, on introduit l'air avec une quantité de telle façon, ou bien une quantité nécessaire pour transformer uniquement le 1/3 de H2S en SO2. C'est la première réaction. Donc, c'est comme ici, dans la première étape, le réactif limitant sera l'air ou bien l'oxygène. Donc, pour limiter la transformation uniquement de 1/3 de H2S. Alors, ici, on brûle donc le H2S avec l'air, donc avec l'oxygène. Donc, on met les conditions de telle façon que 1/3 de H2S soit brûlé. Et donc, la première réaction, ça fait monter la température, ou bien la température, elle peut atteindre jusqu'à 1100 degrés C dans la chambre de combustion ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une chaudière, parce que la deuxième réaction, qui est faire brûler le reste de H2S avec le SO2 qui se forme, se passe vers 300 degrés. Donc, on met ici, dans ce procédé, on a une chaudière pour refroidir le milieu réactionnel. Donc, le milieu réactionnel, donc après la réaction numéro 1, il est refroidi à une température plus ou moins de 300 degrés ici dans le four. Et donc, quand on refroidit, on a en fait une chaudière à l'eau. Donc, le mélange réactionnel il est refroidi, mais en même temps, on produit de la vapeur d'eau à haute pression. Donc, et ça, c'est aussi un vecteur énergétique qui pourrait utiliser ou bien injecter dans un autre processus industriel. Alors, les 2/3 maintenant qui restent de l'hydrogène sulfuré qui n'a pas réagi avec qui n'est pas réagi dans la réaction 1, ils vont réagir avec le SO2 après refroidissement. Et donc, ce procédé, ça nous permet d'avoir un taux de conversion de H2S de l'ordre de 55%. Et donc là, à la sortie des réacteurs, ou bien à la sortie du four ici, les gaz sont de nouveau refroidis. Donc après la deuxième réaction, je rappelle, c'est le reste de H2S qui va réagir avec SO2 pour donner du soufre liquide plus l'eau. Donc ici, le soufre, il est aussi à l'état, il est liquide. Mais pour le séparer de la vapeur d'eau, on utilise un condensateur ici. Donc un système de refroidissement. Donc un système de refroidissement, l'eau, il va chauffer, bien sûr. Mais le milieu réactionnel, le soufre liquide, il va se refroidir. Donc on le condense et on peut le récupérer ici. Ce que vous voyez ici en ligne rouge, c'est le soufre liquide. Et bien sûr, il y aura des gaz qui contiennent encore des SO2. On va les envoyer en fait dans une série de lits catalytiques. Ça veut dire ici la deuxième réaction, on va le refaire plusieurs fois. Ça s'appelle des lits catalytiques. Et l'objectif, c'est uniquement pour parfaire la réaction. Donc, ici, pour obtenir ce qui n'a pas réagi, on le renvoie une deuxième fois, on le réchauffe à la température de 300 degrés C, en présence toujours des catalyseurs et à la température de 300 degrés. On le passe dans un condensateur par après pour récupérer de nouveau le soufre liquide. Et ce qui n'a pas réagi comme gaz, comme milieu réactionnel après, on le renvoie de nouveau dans un lit catalytique. Donc la réaction, ou bien la deuxième réaction, il est refaite plusieurs fois pour en parfaire la réaction chimique. Et à la fin, on obtient en général du soufre à une pureté de l'ordre de 99,95%. Bien sûr, les gaz qui restent, les gaz effluents qui restent après ces lits catalytiques, on les envoie vers une unité de traitement de gaz résiduaire. Et l'objectif, c'est aussi d'abaisser les teneurs en gaz, les teneurs en H2S et en SO2. Et donc, ce dernier traitement
outre une production supplémentaire de soufre, il permet de diminuer la pollution atmosphérique aux alentours de l'usine. Donc voilà. Donc pour résumer, les deux réactions du procédé close se passent ici dans ce réacteur. Et la deuxième réaction, on la refaire plusieurs fois ici dans plusieurs laits catalytiques pour en parfaire la réaction, tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout les réactions chimiques de base de ce procédé close. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que vous arrivez à suivre? Je ne vais pas trop vite? Non. Non. D'accord. Alors, normalement, vous avez Ah, le support de cours, ça vous permet de suivre avec ça. Donc, voilà. Alors, mais essayez de se concentrer ici sur l'explication pour le bien. Alors, maintenant, donc on arrive maintenant au composé qu'il pourrait former le soufre. Donc, jusqu'à maintenant, on avait les propriétés plus ou moins du soufre. On avait les variétés allotropiques de soufre. On a vu comment on pourrait récupérer, comment on pourrait extraire d'abord le soufre à partir de son gisement par le procédé Frash. On a vu comment on pourrait récupérer le soufre à partir des hydrocarbures par le procédé close. Maintenant, on va voir les composés qu'ils pourraient former le soufre. Alors, il faut savoir, comme vous le savez déjà, que le soufre, il a plusieurs degrés d'oxydation et que peuvent aller de moins 2, 2, 4 et 6. Donc, il y a des degrés d'oxydation qui sont négatifs et des degrés d'oxydation qui sont positifs. Et donc, en général, avec les métaux, le soufre, il forme ce qu'on appelle des sulfures polymériques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs atomes de soufre dans ces composés. Il peut également former des sulfures ioniques. Les sulfures ioniques sont analogues aux oxydes parce que le soufre il est sous cette forme ici en S2-, quand dans les oxydes, il est sous forme O2-. Et les oxydes sont les plus prédominants en général, mais il existe aussi des polysulfures qui contiennent des S4, des S5 et des S6. Alors, avec le degré d'oxydation moins 2, en général, le soufre se combine avec l'hydrogène et à certains métaux pour donner des sulfures. Donc, les sulfures, c'est la combinaison du soufre avec l'hydrogène. Avec normalement, avec l'oxygène, c'est les degrés d'oxydation donc positifs du soufre qui donnent des oxydes en général. Maintenant, parmi les sulfures qu'il pourrait former le soufre, il y a le H2S, que vous voyez ici. C'est le sulfure d'hydrogène, donc c'est le gaz à partir de lequel on récupère le soufre par le procédé close. Donc, ça formule le curseur, donc il est là. Donc, cette molécule, il est analogue à l'eau. Donc, c'est comme H2O, donc c'est H2S, mais sauf que la liaison soufre-hydrogène, elle est moins polaire que la liaison HO, H-oxygène. Et donc, le H2S est un composé qui est moins bon donneur de liaison chimique, d'hydrogène. Parce que vous avez, dans la molécule d'eau, il y a les liaisons hydrogènes. Pour la molécule de H2S, elle ne forme pas cette liaison d'hydrogène. Et du coup, son point, si vous regardez le point de fusion et le point d'ébullition, ils sont relativement bas, ils sont négatifs. Si on le compare avec l'eau, le point de fusion de 0 degré Celsius, ici le point de fusion de H2S, c'est moins 85,6 degrés C. Et son point d'ébullition, ça veut dire son point d'évaporation, c'est moins 60,3 degrés C. Et ça, c'est à cause, c'est que le H2S, il ne fait pas de liaison hydrogène parce qu'elles sont relativement fortes. Alors, sa viscosité, donc la viscosité de H2S est nettement plus faible que celle de l'eau. Et il faut savoir que ce gaz qui est H2S, il est extrêmement toxique. Il est comparable au cyanure d'hydrogène, HCN. Alors, donc, parmi les sulfures, il y a H2S. Il y a aussi H2S2. C'est comme le peroxyde d'hydrogène, donc analogue à H2O2. Donc, comme vous le savez, H2O2, normalement, c'est un oxydant.
Par contre, H2S2, il n'est pas un oxydant. Si vous regardez son potentiel redox, c'est moins 0,52 volts. Donc, on pourrait former ce qu'on appelle des polysylphanes. C'est des H2SN. Avec N peut prendre des valeurs de 2 jusqu'à 8. Alors, ce sont des liquides très réactifs, mais ils ne sont pas stables. Ils sont beaucoup plus stables que les peroxydes ou bien les peroxydes d'hydrogène, donc ou bien les composés oxygénés. Alors, donc on a dit que pour les sulfures, normalement, c'est avec le soufre, degré d'oxydation négatif, on forme des sulfures. Maintenant, avec des soufres de degré d'oxydation positif, le soufre il peut se combiner avec l'oxygène pour former ou pour donner lieu à des oxydes. Parmi les oxydes, ici, on a le S2O et le SO. Mais ces deux composés, ils sont instables. Pourquoi? Parce qu'ils se décomposent facilement. Le premier, ici, si en un jour, il se décompose. Le deuxième, il se décompose en moins d'une seconde. Mais on pourrait former des oxydes qui sont stables. Par exemple, avec l'oxygène, le soufre, il peut former ce qu'on appelle le dioxyde de soufre. Ou bien, on l'appelle aussi l'anhydride sulfureux. Le degré d'oxydation du soufre dans ce composé, vous pouvez le calculer après, c'est plus 4. Alors, dans les conditions normales de température et de pression, c'est un gaz très dense. Il est incolore, il est toxique et son inhalation est fortement irritante aussi. Ce dioxyde de soufre, il peut être obtenu par combustion du soufre. Donc, si je brûle le soufre, je peux produire ou bien former le dioxyde de soufre. Mais pour produire le SO3, normalement, j'aurais besoin d'un catalyseur en général. Les catalyseurs qui sont utilisés pour produire de SO3 à partir de SO2, c'est des fils de platine ou bien des oxydes de vanadium. Et donc, dans ces conditions-là, vers 500 degrés Celsius, en présence d'un catalyseur, on peut oxyder le dioxyde de soufre en trioxyde de soufre. Donc, comme on a dit ici, on peut former également le trioxyde de soufre. Donc, le trioxyde de soufre. Donc, c'est à partir de cette réaction, on l'obtient à partir de SO2, mais en présence de catalyseur et à température de 500 degrés Celsius. Et donc, ce trioxyde de soufre, il est appelé également anhydride sulfurique. Donc, retenez bien ces noms. Le SO2, c'est l'anhydride sulfureux, mais le SO3, c'est l'anhydride sulfurique. Le degré d'oxydation du soufre dans SO3, c'est plus 6. Vous avez ici la molécule de SO3. Alors, c'est un solide cristallisé, il est incolore et qui fond à une température, ou bien sa température de fusion est de l'ordre de 16,9 degrés Celsius. C'est un liquide, donc quand il fond, ici, le soufre, on a dit que SO3 il est solide, mais une fois qu'il fond, il donne un liquide qui est hygroscopique. Hygroscopique, ça veut dire qu'il absorbe l'humidité de l'air. Donc c'est un desséchant, si vous voulez. Donc, et vers les températures élevées, ce composé, le SO3, le trioxyde de soufre, il se décompose en général en SO2 et en oxygène. Alors, le SO3, on est toujours en présence du composé, en train d'étudier le composé trioxyde de soufre. Alors, à l'état gazeux, normalement, donc SO3 à l'état gazeux, il est monomérique. Donc, c'est un monomère constitué de S et 3 atomes d'oxygène.
Mais à l'état solide, la forme principale, c'est celle-ci, c'est S3O9. Normalement, c'est un trimère cyclique. Il est constitué de 3 monomères de ça. Donc, c'est S3O9. À l'état solide, il se trouve sous cette forme, le trioxyde de soufre se trouve sous cette forme qui est trimère cyclique. Et sa formule, c'est S3O9. Alors, les températures de changement d'état de SO3, donc on a vu tout à l'heure, sa température de fusion, c'est 16,8 degrés Celsius, et sa température d'ébullition, il est de l'ordre de 44,5 degrés Celsius. Donc, ils sont très proches de la température ambiante, ce qui signifie qu'on peut aisément ou bien facilement observer les trois états solides, liquides et gazeux de ce composé qui est le trioxyde de soufre ou bien l'anhydride sulfurique. Voilà. Alors, donc on avait parmi les composés qui forment le soufre, on avait les sulfures, on a bien vu les oxydes, et maintenant on va voir les oxacides de soufre. Alors, quant aux oxacides de soufre, on trouve parmi les oxacides, il y a l'acide sulfurique. Le degré d'oxydation du soufre dans ce composé, c'est plus 6. Et il y a l'acide sulfureux. L'acide sulfureux, c'est H2SO3 et son degré d'oxydation, c'est plus 4. Ce sont les deux oxacides qui sont les bien connus. Donc, bien sûr, l'acide sulfurique, c'est largement utilisé dans l'industrie. D'ailleurs, on va voir par après la synthèse de ce composé. Et par contre, le H2SO3, il n'existe pas à l'état pur, mais les sels de cet acide qui sont des sulfites sont très répandus. Par exemple, c'est les hydrogénosulfates et les hydrogénosulfites sont aussi fréquents. Alors, on est en train de voir les oxacides de soufre. Alors, il existe des oxacides de soufre qui sont polymériques. Et vous avez ici un exemple de l'acide disulfurique. L'acide disulfurique, c'est H2S2O7. Le degré d'oxydation de soufre dans ce composé, il est égal à plus 6. Et donc, c'est ça sa formule chimique. Ça, c'est un oxacide de soufre qui est polymérique. On pourrait avoir un acide qui s'appelle le thiosulfurique. Donc, l'acide thiosulfurique, parce qu'il y a l'anion thiosulfate. L'anion thiosulfate, c'est S2O3-. Et donc, là, dans cet acide, les deux soufres dans la molécule de H2S2O3 possèdent des degrés d'oxydation différents. Donc, par exemple, ce soufre-là, son degré d'oxydation est nul, 0. Par contre, le soufre ici, son degré d'oxydation est égal à plus 4. Donc, comme vous voyez, donc le soufre, comme il est multivalent, il a plusieurs degrés d'oxydation, ça donne toute une variété de composés et une flexibilité à former plusieurs composés. On peut avoir aussi comme oxacide de soufre l'acide polythionique. L'acide polythionique, sa formule en général, c'est H2S1 plus 2 O6. Ici, la structure de l'ion tétrathionate, l'ion tétrathionate, c'est S4O6-. Et ça, vous avez ici sa structure. Donc, ici, il est polythionique. Ici, vous avez qu'il y a une chaîne de soufre qui est formée ici. Donc, c'est ces 4 soufres qui sont liés par des simples liaisons. Et ici, l'ion tétrathionate, vous le voyez, il est ici. Et donc, les moins, ils sont ici. Donc, ça, c'est la structure de l'ion tétrathionate. Et comme vous le voyez, c'est polythionique. Donc, ça permet de former l'acide pyothionique, donc, qui est une chaîne de liaison soufre-soufre-soufre. Voilà, ça concerne les oxacides de soufre. Maintenant, on va voir quelques propriétés acido-basiques de ces composés de soufre.
Le temps s'approche, mais je vais continuer quand même 5 minutes avec les composés de soufre ici. Alors, le soufre, donc parmi les propriétés des acido-basiques des composés de soufre, on va voir ici quelques propriétés de le sulfure d'hydrogène. Donc, il faut savoir que le sulfure d'hydrogène se comporte comme un diacide. Donc, en solution aqueuse, il donne lieu à ces deux équilibres. Donc, ici, le premier équilibre, donc le H2S dans l'eau, donc il libère un proton, ou bien il libère H3+, et il forme sa base conjuguée qui est HS-. Et puis, ici, le HS-, si je continue la dissolution, donc je vais libérer le deuxième proton, et donc pour former S2-. Donc, le H2S, il se comporte comme un diacide faible. Alors, parmi les propriétés acido-basiques de dioxyde de soufre, donc il faut savoir que le dioxyde de soufre, il est très soluble dans l'eau, il se comporte comme le dioxyde de carbone, et donc sa dissolution dans l'eau, il donne lieu à ce qu'on a vu tout à l'heure, à l'acide sulfureux. L'acide sulfureux, c'est H2SO3. Et donc, cet acide sulfureux, c'est un diacide aussi. Et donc, sa dissolution dans l'eau, il donne en général ces deux équilibres. Donc, la première dissolution dans l'eau donne lieu à l'ion qu'on appelle HSO3-, qui est l'hydrogénosulfite, donc qui sont connus. Puis HSO3- dans l'eau, il donne lieu à la formation du sulfite, les SO3-. Quant à troisième composé de soufre qui est le trioxyde de soufre, donc normalement c'est un oxydant puissant parce qu'il a un degré d'oxydation S le plus élevé de soufre. Donc son degré d'oxydation c'est +6. Et donc c'est un oxydant tellement acide qu'il réagit avec l'eau pour donner directement l'acide sulfurique. Donc si je prends le trioxyde de soufre ou bien l'anhydride sulfurique, je le fais dissoudre dans l'eau, j'obtiens directement l'acide sulfurique H2SO4. Et donc, comme vous le savez déjà, donc l'acide sulfurique, c'est un diacide. Et donc, la dissolution dans l'eau donne lieu à ces deux réactions chimiques que vous voyez ici. Alors, maintenant, le trioxyde de soufre, on est toujours dans la partie trioxyde de soufre. On a dit ici, il est soluble aussi dans l'eau, mais il est soluble aussi dans l'acide sulfurique concentré. Donc, si je prends le SO3, le trioxyde de soufre, et je le dissous dans l'acide sulfurique concentré qui est H2SO4, ce mélange, ça veut dire SO3 plus H2SO4, est appelé des olïums. Et ces olïums, elles possèdent d'excellentes propriétés sulfonates. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de cet ion qui est HSO3+. Donc, le mélange, ce qu'on appelait les olïums, que vous voyez ici, il est en équilibre avec HSO3+, cet ion, et HSO4-. Et cette propriété lui donne à cet mélange les propriétés de sulfonate. Ça veut dire, si je prends, je pourrais sulfonater ou bien sulfoner le benzène. Donc la réaction du benzène avec cet ion HSO3+, qui est issu des mélanges olïums, donne lieu à la sulfonation du benzène. Donc on obtient le cycle, donc le cycle benzénique, qui est lié à ce composé qui est HSO3-. Donc c'est une réaction de sulfonation ici qui aura lieu. Voilà. On a vu qu'il y a des propriétés acido-basiques, mais il y a aussi des propriétés redox des composés de soufre.
Et donc, parmi les propriétés redox de ces composés, le H2S, ici, le sulfure d'hydrogène, il a des propriétés réductrices, donc en présence de l'oxygène. Donc, le H2S, il a des propriétés réductrices. Pourquoi? Parce qu'il s'oxyde en SO2. Donc, vous amusez après à revoir ces réactions chimiques et à calculer le degré d'oxydation du soufre dans les deux composés. Le soufre, degré d'oxydation dans le soufre, dans le cas des sulfures, on a dit qu'il est égal à moins 2. Donc, vous pouvez faire le calcul, vous allez trouver que c'est moins 2. Dans SO4, le degré d'oxydation du soufre dans ce composé, dioxyde de soufre, c'est plus 4. Donc, on passe de moins 2 à plus 4. Donc, c'est une oxydation. Donc, H2S, il a des propriétés réductrices. Parce qu'un réducteur, donc, il libère des électrons. Il donne des électrons. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, en présence de SO2, il s'oxyde en soufre. Donc, ça, c'est la réaction de H2S avec l'oxygène, donne lieu à SO2. Le même composé, sa réaction avec le dioxyde de soufre, il donne lieu au soufre. Et donc là, le degré d'oxydation de H2S, donc du soufre dans H2S, c'est moins 2. Et ici, dans le soufre, c'est 0. Donc on passe de moins 2 à 0. Donc il s'oxyde. Puisque il s'oxyde, il a des propriétés alors réductrices. Donc H2S, possède des propriétés réductrices. Et d'ailleurs, voilà, normalement, donc, c'est cette réaction, donc on l'a bien vu tout à l'heure, c'est le procédé, donc, le procédé close dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour récupérer le soufre à partir des hydrocarbures, donc c'est à partir de sulfure d'hydrogène, ce sont les deux réactions qu'on a vues tout à l'heure dans le procédé close. Donc, quant au SO2 aussi, le deuxième composé, pour voir ses propriétés redox, le SO2, il présente des propriétés aussi réductrices, donc il s'oxyde aussi en formant le SO3. Et bien sûr, on a vu tout à l'heure que cette réaction se passe bien en présence d'un catalyseur et à haute température. Et donc, avec le soufre aussi, je ne sais pas si j'ai mis cette réaction, je n'ai pas mis, mais avec le soufre et l'oxygène, il peut donner à la formation de l'ion thiosulfate. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les propriétés rédox des composés de soufre, pour H2S et pour SO2, les deux composés possèdent des propriétés réductrices. Je pense qu'il est maintenant 22h36 parce que vous avez un autre cours après. Donc, je vais m'arrêter là parce que après, il nous reste les applications du soufre et il nous reste aussi à voir la synthèse de l'acide sulfurique. Donc, ce sont les deux parties qui nous restent pour clôturer ce chapitre. Donc, puisque le temps est déjà dépassé de 6 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter là et on continue jeudi matin, c'est bien ça? Oui, jeudi matin, avec cette partie, la suite de ce chapitre, et on enchaîne par après avec les séries de TD.